à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Nous sommes le 4 janvier 2021. Au sommaire de cette édition, 9 personnes ont été tuées la nuit dernière à Bururi et à Karuzi. Les détails, c'est tout à l'heure. Les citadins ont du mal à obtenir les nouveaux cahiers de ménage exigés par le maire. Ils dénoncent le fait qu'ils sont obligés de payer en plus les frais d'évacuation d'immondices alors que cette évacuation a cessé il y a environ 3 ans. Et certains voyageurs dénoncent le fait que les autorités burundaises ne leur donnent pas les résultats écrits de dépistage de la Covid-19, à suivre l'analyse de la RPA sur la gestion douteuse du coronavirus dans le pays. À la manette, il y a Fabrice Ndimurukundo et MS Steve Niungeko. Le développement, c'est tout à l'heure. Débutons par la page sécurité. 3 personnes ont été tuées, 3 autres grièvement blessées dans une embuscade tendue la nuit dernière par un groupe d'hommes non encore identifiés au niveau de la localité de Muhabo, colline Nyakimoni, de la commune Mugamba. Nous sommes en province de Bururi. Les 6 personnes étaient à bord d'une voiture de type Carina qui se dirigeait à Matana en provenance de Bujumbura. Les détails avec Onésime Dushimagizi. Ce groupe de malfaiteurs armés de fusils a tendu une embuscade la nuit dernière vers 19h30 au niveau de la localité de Muhabo sur la route RN7 Bujumbura-Matana. Selon des informations recueillies auprès des habitants de la colline Nyakimoni où a eu lieu l'embuscade, ce groupe de malfaiteurs a barré cette route à l'aide des troncs d'arbres et dès qu'arrive un véhicule de marque Toyota type Carina, à bord duquel étaient 6 personnes, ce groupe aurait intimé l'ordre à ses passagers de leur livrer tout l'argent et tous les téléphones qu'ils avaient sur eux. C'est ainsi qu'ils ont ouvert le feu sur les victimes et ont procédé à incendier ce véhicule à l'aide de l'essence. 3 passagers ont succombé sur le champ, tandis que les 3 autres ont été blessés et ils ont pu échapper. Veniste Nhombaye, administrateur de la commune Mugamba, indique que les auteurs de ce crime n'ont pas encore été identifiés et d'ajouter que 7 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Cette autorité communale interpelle la population de la commune Mugamba de rester calme mais vigilante et de dénoncer toutes les personnes suspectes dans cette localité. Signalons qu'une embuscade de ce genre a été perpétrée sur la même route en date du 31 décembre dernier au niveau de la colline Buhoro, commune Mugongomanga de la province de Bujumbura, et a coûté la vie à une personne tandis que d'autres ont été blessés. La sécurité a été également perturbée dans la province Karuzi où 6 personnes d'une même famille ont été tuées par les personnes non encore identifiées sur la colline Gisenyi, commune Wuhiga. Cette famille a été décimée à l'intérieur de sa maison selon les sources sur place. L'information a été partagée par les habitants de Wuhiga au cours de la réunion de sécurité de ce matin. C'était vers 11h. Et au niveau de la sécurité, toujours 11 personnes ont été tuées la semaine dernière dans différents coins du pays. Parmi les victimes, 5 ont été tuées par des hommes armés. Le bilan par Emmanuel Ndaishimi. 3 personnes ont été tuées par balle dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés dans la localité de Muhabo, si la colline Nyakimoni, zone Zuya, commune Mugamba de la province Bururi. Ces hommes armés ont ensuite incendié la voiture à bord duquel se trouvaient les victimes. Une autre personne a été tuée dans la province Bujumbura. Il s'agit d'une fillette d'Inodo Sibila Ndairagije qui a été tuée par balle dans une embuscade des hommes armés, si la colline Ruhororo, commune Mugongomanga, mercredi dernier. Une autre personne a été tuée par balle ce mardi dernier. C'est Antoine Rucheke, chef collinaire adjoint d'Ogishiha, commune Burambi, province Rumonge. Ces hommes armés qui n'ont pas été identifiés l'ont attaqué à l'intérieur de sa maison. La semaine dernière, 5 cadavres ont été découverts dans la commune Buganda, province Chibitoke. Parmi les victimes, 3 étaient des femmes et 2 étaient de sexe masculin. Tous
précoces ont été découverts tout près de la rivière Rusizi, si les collines Nyamitanga et Kaburanwa. Les victimes n'ont pas été identifiées. La dernière victime répertoriée par la RPA est un certain Emmanuel Manirambona, enseignant à l'école fondamentale Migezi, commune Mbouye, province Muramza. Nos sources à Mbouye indiquent que la victime aurait été assassinée par son parrain de mariage. C'était le mardi dernier. Voilà, c'était le bilan hebdomadaire de sécurité de la RPA. La Ligue ITKL dresse un bilan annuel. Environ 70 cas d'exécution extrajudiciaire ont été enregistrés à travers tout le pays durant l'année qui vient de s'achever, selon le rapport annuel de cette Ligue de défense des droits humains. Selon la Ligue ITK, sur plus de 450 personnes tuées au cours de l'année dernière, plus de 200 cadavres ont été retrouvés gisant dans la nature. Michel Sabimana est chargé de la communication à la Ligue ITK. Au moins 454 personnes ont été tuées, dont 202 retrouvés cadavres, 52 personnes portées disparues, 89 victimes de violences sexuelles et basées sur le genre, 124 personnes torturées et 1181 arrêtées arbitrairement. Parmi ces victimes figurent 73 personnes tuées par des agents étatiques, dont 32 cas d'exécution extrajudiciaire. Au cours de cette année, la ITK a enregistré aussi 12 cas de réapparition parmi les personnes déjà déclarées disparues. Parmi les victimes de ces violations, des femmes et des mineurs n'ont pas été épargnés. Au moins 67 femmes et 48 mineurs ont été tués, 4 femmes et 4 mineurs enlevés, 8 femmes et 6 mineurs torturés, 40 femmes et 162 mineurs arrêtés arbitrairement. Le phénomène de cadavres continue à se manifester dans plusieurs endroits du pays, et ce qui est très inquiétant dans la plupart des cas, les autorités administratives à la base, en plus de ces allégations de violation et de violation des droits de l'homme, des cas de violation d'autres droits tels que du droit d'élire et de se faire élire, des questions de la justice, de la gouvernance, des droits économiques, sociaux et culturels et des faits sécuritaires ont été observés. Les auteurs présumés de ces allégations des violations et des violations des droits humains sont en grande partie des membres de la milice Imbonerakure, affiliés au parti CNDD-FDD, des agents du service national de renseignement, des policiers, des militaires et des administratifs à la base. Les personnes les plus visées sont les présumés opposants du pouvoir, du parti CNDD-FDD en général, et en particulier des membres des partis politiques de l'opposition, entre autres ceux du parti CNL, du MSD, de l'UPD, de l'UPRONA, ainsi que des ex-FAB et des activistes de la société civile. Les allégations de ces violations qui ont été citées visent aussi certains membres du parti CNDD-FDD soupçonnés d'être opposants à l'idéologie de leur parti. Michel Sabimana, c'est la chargée de la communication à la Ligue ITK. Chibitoke, c'est la province qui a enregistré le plus grand nombre de personnes tuées selon ce rapport annuel de la Ligue ITK. Une courte pause et nous abordons la page gouvernance. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Le commandant du 112e bataillon militaire est accusé de voler de l'argent aux militaires de ce bataillon depuis le mois de novembre 2020. Certains militaires indiquent que le commandant du bataillon leur explique que la contribution exigée est destinée au ravitaillement des militaires qui effectuent certaines activités en dehors du camp. Les détails avec Éloge Divin Remèche. Les militaires du 112e bataillon d'infanterie de Chibitoke accusent leur commandant, le lieutenant-colonel Ildefonse Baranikwa, de les obliger de contribuer pour le ravitaillement des militaires qui vont effectuer des exercices militaires à l'extérieur du camp. Sur plus de 800 militaires affectés au 112e bataillon, chaque militaire a l'obligation de contribuer à hauteur de 3000 francs burundais. Ces militaires révèlent que les contributions sont données depuis le mois de novembre dernier. Témoignage d'un militaire du 112e bataillon d'infanterie. Chaque militaire donne 1000 francs par mois depuis le mois de novembre, et ce jusqu'à la fin de ce mois de janvier. Le total à contribuer sera de 3000 francs par militaire sur un effectif de 820 militaires qu'il commande.
Il nous dit que ces sommes d'argent sont destinées au ravitaillement des militaires qui se rendent dans les lieux où s'effectuent des exercices militaires. Mais ces exercices sont à charge du ministère de la Défense. C'est cette dernière qui se charge de la ration militaire. Plus étonnant, les militaires du 112e bataillon sont les seuls à donner ces contributions, alors que d'autres militaires en provenance d'autres régions ne contribuent en rien. Au cours de ces exercices, les militaires rencontrent des collègues qui proviennent d'autres régions. Seul le commandant du 112e bataillon d'infanterie, Île-de-France Baragnikwa, oblige à ses soldats de donner ses contributions. Est-ce que l'armée burundaise n'est plus capable de ravitailler ses militaires? Depuis belle lurette, c'est l'armée qui a acheté la nourriture des soldats. Les militaires du 112e bataillon d'infanterie sollicitent l'intervention du chef d'état-major, général Prime Niyongabo, pour arrêter ce vol organisé car, disent-ils, l'argent destiné à d'autres activités militaires est à la charge de l'armée nationale et non militaire. La RPA n'a pas pu joindre le lieutenant-colonel Île-de-France Baragnikwa, commandant du 112e bataillon d'infanterie, pour entendre sa réaction sur les allégations de ces militaires. Également, le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, n'a pas voulu décrocher son téléphone. Poursuivons la page gouvernance. Ce n'est pas du tout facile d'accéder au nouveau cahier de ménage, dénoncent les habitants de la zone Chibitoke, commune Nahangwa. Nous sommes dans la mairie de Bujumbura. Selon ces citadins, les autorités de cette zone exigent le paiement de 2500 francs pour l'évacuation des immondices. Et pourtant, les sociétés qui se chargeaient de l'évacuation de ces immondices ont suspendu cette activité depuis environ 3 ans. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Les habitants de la zone de Chibitoke, comme d'autres citadins de la mairie de Bujumbura, ont répondu à l'appel lancé par les autorités municipales de payer une somme de 3000 francs dans la banque Finibank afin de se procurer de nouveaux cahiers de ménage. Pourtant, ces habitants indiquent que les administratifs ne leur favorisent pas d'accéder à ces cahiers car ces administratifs leur obligent de payer d'abord une somme de 2500 francs destinée à l'évacuation des immondices. La population dit ne pas comprendre la signification de ce montant alors que les associations qui étaient chargées de l'évacuation des immondices ont suspendu cette activité il y a au moins 3 ans. Nous, la population de la zone de Chibitoke, avons des problèmes. Nous avons exécuté l'ordre de maire de la ville d'acheter de nouveaux cahiers de ménage pour 3000 francs par maison. Ces 3000 sont versés sur le compte ouvert à la Finbank et en contrepartie, on nous donne des reçus. Ce sont ces reçus que nous montrons aux chefs de quartier et de cellules qui, malheureusement, refusent de nous donner ces cahiers arguant que nous n'avons pas encore payé une somme de 2500 francs par maison destinée aux immondices. Il y a 3 ans que nous ne voyons pas ceux qui étaient chargés de cette évacuation. Les gens se débrouillent pour aller déverser ces déchets sur le pont de la rivière Nyabagere. Nous pensons que c'est un vol organisé car nous ne comprenons pas pourquoi on peut payer de l'argent pour des sociétés qui ne sont plus opérationnelles. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Evelyne Ninahazu, chef de la zone de Chibitoke, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. La semaine dernière, le maire de la ville de Bujumbura avait indiqué que l'introduction de ces nouveaux cahiers de ménage contribuera pour le renforcement de la sécurité et permettra de connaître l'effectif de la population de la mairie de Bujumbura. Comme raison avancée par le commissaire de police Jimmy Hatungimana, les anciens cahiers de ménage étaient faciles à pirater, contrairement aux nouveaux fabriqués de façon moderne. Restons dans la mairie de Bujumbura. Les habitants de la zone Kanyosha déplorent les prix exorbitants du ciment Buseko. En effet, les prix officiels fixés par le ministère du Commerce n'ont pas été respectés par les commerçants de ce produit. Ces habitants demandent une intervention. Nadej Irakoze. Les habitants de la zone Kanyosha, commune Muha, en mairie de Bujumbura, qui utilisent le ciment de l'usine Buseko pour construire leur maison, se plaignent qu'ils achètent le sac de ciment de Buseko à un prix élevé qui varie entre 28 et 30 000 francs burundais. Les commerçants qui vendent ce ciment le font en cachette, selon ce citoyen.
Ces jours-ci, j'ai utilisé le ciment que j'ai acheté à 30 000 francs ainsi que d'autres que j'ai eu à 28 000 francs. Le prix du ciment Buseko n'a jamais été revu à la baisse. Jusqu'à présent, il s'achète à 28 000 francs. Les commerçants vendent ce ciment en cachette. Ils ne nous montrent même pas leur stock. Quand nous allons l'acheter, ils nous disent qu'ils vont nous envoyer le ciment sur terrain. Cette situation étonne les acheteurs du ciment de Buseko du fait que le ministère du Commerce avait récemment déterminé le prix officiel de ce ciment à 24 500 francs le sac. Le même ministère avait également prévu des sanctions contre les commerçants qui passeraient outre cette mesure. Mais selon ces citoyens, cela n'a pas été appliqué. Ainsi, ces derniers demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Immaculée Ndabanedze, la ministre du Commerce. Parlons éducation à présent. La rentrée pour le deuxième trimestre de l'année scolaire 2020-2021 commence avec des difficultés pour les écoles à régime d'internat. Les directeurs indiquent qu'ils n'ont pas encore reçu des subsides. Ils ne savent donc pas comment ils pourront nourrir les enfants en attendant surtout que les prix de denrées alimentaires ont grimpé. Balthazar Mibour. Les comptes des écoles sont vides. Ce sont là certaines des lamentations des directeurs des écoles à régime d'internat à ces jours où les élèves ont rejoint les dortoirs prêts pour le deuxième trimestre de cette année scolaire. Ces directeurs indiquent qu'en attendant, ils vont faire recours au Minerval. Ces directeurs regrettent aussi que les prix des denrées alimentaires ont grimpé alors que les subsides du gouvernement et le Minerval restent inchangés. Le gouvernement donne 800 francs par jour et par élève. Le Minerval reste fixé à 3 000 francs par trimestre. La montée des prix des denrées alimentaires fait craindre des déficits sur les subsides. Une chose que selon les directeurs risque de les faire basculer dans des dettes pour pouvoir parvenir à déterminer l'année scolaire. Une situation qui, disent-ils, est restée statique depuis maintenant 5 ans. Ces directeurs considèrent toutefois que les choses pourraient un tout petit peu s'allonger s'ils recevaient ces frais à temps. Cependant, pour eux, la meilleure des solutions serait la revue à la hausse de ces frais. C'est au moment où les parents demandent quant à eux la baisse du Minerval. Mais le second trimestre n'a pas démarré aujourd'hui comme prévu au lycée communal Kinyinya 2 en zone Rukaramu de la commune Mutimbuzi. Nous sommes dans la province de Bujumbura. Les salles de classe sont inaccessibles suite aux inondations qui ont été provoquées par le débordement du lac Tanganyika selon la population. Les détails avec Rachel Kagissi. Les parents signalent que le second trimestre n'a pas débuté ce lundi comme prévu au lycée Kinyinya 2 suite aux inondations causées par le débordement du lac Tanganyika. Selon ces parents d'élèves, les canaux d'évacuation ne sont plus fonctionnels. C'est ce canal qui conduisait l'eau dans le lac Tanganyika, mais ce canal d'évacuation semble bouché depuis sa réhabilitation par les Chinois. Nous pensons que c'est ce qui provoque le débordement du lac Tanganyika quand il y a de fortes pluies. À vrai dire, aucun élève ne peut s'approcher du lycée communal Kinyinya 2 à cause des inondations, alors qu'aujourd'hui, il était prévu que le second trimestre démarre. Les parents demandent aux autorités locales de leur trouver où leurs enfants peuvent poursuivre leurs études en attendant le rétablissement de la situation. Nous demandons aux autorités de faire tout leur possible pour construire des établissements provisoires afin que nos enfants puissent poursuivre leurs études. Nous avons contacté l'administrateur de la commune Mutimbuzi, Simeo Butoyi, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. Vous pouvez recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp, c'est le plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, nous parlons de la gestion douteuse de la pandémie de Covid-19. Humura Burundi. Une gestion douteuse de la pandémie de Covid-19 s'observe au Burundi. Certains voyageurs signalent qu'à l'arrivée, on leur dit qu'ils ont le coronavirus, ce qui justifie la mise en quarantaine de plusieurs semaines pour le contrôle. Mais ce qui étonne ces voyageurs, c'est qu'ils sont ensuite autorisés à poursuivre leur voyage dans le pays sans avoir eu accès à aucun résultat de dépistage. Le point avec Walter Cuizer.
Certains des voyageurs qui ont embarqué à destination du Burundi depuis la réouverture de l'aéroport indiquent que la quarantaine de 3 jours prévue pour eux, en attente des résultats du test de Covid-19, n'est pas respectée. Le plus inquiétant pour ces voyageurs, c'est que certains sont alors informés qu'ils sont porteurs du virus sans leur montrer leurs résultats. Ces cas positifs sont évacués vers l'hôtel Source du Nil, destiné à accueillir les cas positifs et ceux qui ont des symptômes pour un suivi médical. Certains y séjournent même 4 semaines. Les agents de l'INSP leur annoncent qu'ils ont toujours le virus, mais sans jamais leur montrer leurs résultats. L'un de ces voyageurs vers le Burundi témoigne. L'hébergement à l'hôtel Source du Nil est catastrophique, alors que c'est un hôtel qui accueille toutes les personnes atteintes par la Covid-19. Parmi ces dernières figurent ceux qui manifestent des symptômes et d'autres qui n'en ont pas. C'est le cas des voyageurs en provenance de l'étranger, mais le problème est qu'ils sont tous placés ensemble. En plus, nous passons 2 à 4 semaines à l'hôtel Source du Nil et à chaque test, on t'annonce verbalement que tu es testé positif et sans aucune attestation. Est-ce normal ça? La prise en charge totale à l'hôtel Source du Nil est assurée par le gouvernement. D'après le témoignage, la propriété à cet endroit laisse à désirer. Plus c'est qui entrent et n'y sortent pas tout facilement. Évitant donc tout cela, certains des voyageurs préfèrent se prendre en charge dans des structures de santé privées comme à l'hôtel Kira Hospital malgré le coût élevé. Mais ces derniers ne sont pas dépistés facilement, ni les résultats les renvoyés à temps par l'INSP, unique organe habilité à faire ces tests en mairie de Bujumbura. Ces voyageurs parlent d'une sorte de sanction pour n'avoir pas accepté de loger dans le centre prévu par le ministère de la Santé. L'hôtel Source du Nil que nous avons connu tous avant n'est plus le même. Pour le moment, c'est comme à la poubelle. L'hôpital Kira est comme un refuge pour les voyageurs. Mais même les docteurs d'Okira disent qu'il est difficile d'avoir les résultats de leurs malades qui ont subi le test de la Covid-19, même quand ils les réclament à l'INSP. Donc, ils n'ont aucune influence. Il se trouve que l'INSP fait tout ça pour sanctionner et rendre la vie difficile à ceux qui n'ont pas voulu rester à l'hôtel Source du Nil. Ces voyageurs déplorent et dénoncent ce qui se fait au Burundi, surtout qu'il existe des cas de voyageurs qui ont déjà raté leur vol retour étant encore en quarantaine, ce qui leur cause des pertes énormes. La rédaction de la RPA a contacté Dr Tadei Ndikumana, le ministre de la Santé publique, ainsi que le Dr Jean Bosco, porte-parole du dit ministère, mais aucun d'eux n'a répondu à notre appel. Et clôturons cette édition en parlant de ces accusations du président de la République envers les personnels de l'ONATEL et de la Régie des eaux. Il les accuse d'être à l'origine de la mauvaise santé financière de ces entreprises publiques, mis à part le fait que la locution du numéro 1 burundais a offusqué plus d'un. Ce genre de discours ne reflète pas la conduite digne d'une haute autorité. L'analyse de la rédaction de la RPA avec Trésor Nyongao. Il y a des entreprises en faillite, notamment la Régie des eaux et l'ONATEL. Cette voix est celle d'Evariste Ndayishimiye, le numéro 1 burundais. C'était lors de la conférence publique de fin d'année 2020, tenue le 30 décembre. Avec détermination, Evariste Ndayishimiye a accusé publiquement et gratuitement du sommet à la base les travailleurs de ces entreprises de détournement de fonds publics. La Régie des eaux a dérobé l'eau et l'électricité et en a fait sa propriété. Dites-moi, où est-ce qu'ils mettent l'argent qu'ils encaissent? À commencer par la direction générale jusqu'au planton. C'est eux qui volent cet argent. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un groupe de personnes qui se sont organisées pour nous voler notre eau et notre électricité. Moi, je leur ai dit, nous allons réquisitionner les biens qui nous appartiennent, l'eau et l'électricité. Et nous allons chercher une autre entreprise capable de bien les gérer. Et ils vont se retrouver à la porte. Ici, le président Evariste Ndayishimiye verse dans des lamentations. Attitude indigne pour un chef d'État. Il devrait plutôt protéger les intérêts publics par un renvoi des responsables incompétents et ce, en respectant la loi et en instruisant la justice de sévir pour sanctionner les coupables des malversations de la chose publique.
Cependant, cela n'a jusqu'ici été fait. De ce fait, Évariste Ndayishimiye a enfreint aux droits des travailleurs en les accusant tous et sans distinction de vol, au moment où la loi prévoit que la responsabilité pénale est individuelle. Si on attribuait ces entreprises à ces responsables, c'est-à-dire le directeur général, le directeur administratif et financier et le directeur commercial, pensez-vous que l'entreprise pourrait tomber en faillite? Maintenant, nous leur avons donné ces biens publics et ils n'ont pas pu les fructifier. Nous devons reprendre ce qui nous appartient et eux, ils vont rentrer. Il n'y a pas meilleure solution. Pour clore ce propos, Évariste Ndayishimiye a indiqué que ces entreprises publiques allaient être privatisées. Une ambition que caresse depuis longtemps le pouvoir CNDD-FDD de vouloir vendre à vil prix ces sociétés. Évariste Ndayishimiye n'a pourtant daigné signaler que l'État burundais est le principal mauvais payeur des dettes de ces entreprises. Par contre, il a ouvertement menacé les syndicats des travailleurs. Si on attribuait ces entreprises à ces responsables, c'est-à-dire le directeur général, le directeur administratif et financier et le directeur commercial, pensez-vous que l'entreprise pourrait tomber en faillite? Maintenant, nous leur avons donné ces biens publics et ils n'ont pas pu les fructifier. Nous devons reprendre ce qui nous appartient et eux, ils vont rentrer. Il n'y a pas meilleure solution. Ces propos d'Évariste Ndayishimiye violent la loi fondamentale ainsi que les textes régissant le droit des travailleurs, garantissant le droit à la grève, surtout pour l'intérêt général. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur les dessous des propos de son numéro 1 burundais. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 4 janvier 2021. Merci à MSTV Nyungeko et à Fabrice Ndimurukundo pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nibasumba, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.